Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Donc je vais me présenter, comme l'a dit Christophe, donc je suis Cyril David, je suis donc vétérinaire pour les aliments reverdis depuis 10 ans maintenant. On parlera nutrition, j'évoquerai les grandes règles de la nutrition. Des choses simples, basiques, mais qui sont toujours importantes à rappeler puisque au quotidien, eh bien, je suis toujours amené à rappeler ces règles parce que finalement, ça reste fondamental et pas toujours appliqué. Voilà. Moi, personnellement, j'ai ma petite expérience. Je suis encore assez jeune, mais ce que j'ai fait, si je peux résumer, c'est d'avoir vraiment parcouru le monde un tout petit peu, pas partout, mais à la recherche de réponses à beaucoup de mes questions que j'avais par rapport aux chevaux, que ce soit dans la manière de les entraîner, mais aussi évidemment est venu avec ça tout ce qui vient avec les chevaux et leur physique, notre capacité à maintenir vraiment un corps sain pour qu'on puisse finalement arriver à faire ce qu'on veut faire avec eux dans le plaisir, mais ça passait aussi par un corps sain et c'est vrai que la nutrition est une énorme partie, une grosse partie là-dedans. Mais au-delà de tout, je suis quelqu'un qui aime énormément partager et je pense que le futur, ça passe vraiment par l'éducation et partager l'information. Donc c'est surtout pour ça que je remercie d'avoir fait cet événement ce soir et qu'on a la chance qu'il est rediffusé pour le plus grand nombre. Donc Aquila Farm, c'est un projet qui est né dans ma tête à la base et qui est assez jeune puisqu'on est ouvert en 2016, donc peut-être presque 4 ans, avec les premiers clients qui sont arrivés ici. C'est un concept dans lequel j'ai essayé de vraiment faire un compromis entre le confort et les besoins des chevaux et le confort de leurs propriétaires et les cavaliers. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'endroits où soit les chevaux vivent dehors, en troupeau, et puis il n'y a pas vraiment de piste, on ne sait pas travailler correctement, on n'a peut-être pas une idée de la performance, ou alors on a peut-être l'opposé complet, où les chevaux ont une infrastructure incroyable pour les cavaliers, mais finalement pour eux c'est un peu sombre, un peu triste et un peu prison. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de trouver un juste milieu. Alors j'ai bien sûr eu l'aide d'un architecte assez farfelu, comme vous pouvez le voir, mais ça a bien donné. Je n'avais personnellement pas trop confiance au début, mais je le remercie beaucoup. Au-delà du fait qu'il y a un concept derrière, c'est un très beau bâtiment aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se nomme un centre d'entraînement et de remise en forme. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chevaux qui arrivaient ici pour des problèmes de comportement, parce qu'après avoir visité les cow-boys et les horsemen et les chuchoteurs, je suis revenue en Belgique sur ma terre natale en pensant que j'allais aider tous les chevaux qui avaient des problèmes de comportement et j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux avaient aussi beaucoup de douleurs physiques qui faisaient et qui créaient des comportements finalement violents ou dangereux et que ce n'est qu'en traitant le mental, les émotions et le corps en même temps qu'on arrive vraiment à avoir des résultats. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Merci. Donc concernant notre philosophie, pour revenir à Reverdy, en fait on a globalement une grande préoccupation, donc c'est vraiment le bien-être des chevaux, clairement, et leur santé bien sûr. Concernant notre revendication, c'est le fourrage d'abord. Les chevaux sont des herbivores, ils doivent donc d'abord manger un fourrage de qualité, voilà. Et ensuite nous on intervient pour compléter ces fourrages. Donc ça c'est vraiment très important à considérer comme règle de base. Et enfin, notre obsession, c'est vraiment la recherche permanente de l'excellence dans le choix des ingrédients qui vont rentrer dans la composition aussi bien de nos aliments que de nos suppléments nutritionnels. Puisque, comme vous l'a expliqué Christophe, sur les étiquettes ou quand vous avez un produit fini, on ne connaît pas toujours l'origine. On ne connaît pas l'origine des ingrédients, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont été fabriqués, comment ils ont été récoltés, etc. Nous, c'est notre travail finalement de choisir ces ingrédients et de les sélectionner pour derrière les assembler et faire des produits qui sont de qualité et qui sont surtout adaptés aux chevaux. Voilà. Donc en gros, ça se résume sur ces 3 points. Donc la préoccupation ici première, c'est évidemment le bien-être, on en a parlé, mais aussi la santé des chevaux. Et pour ça, finalement, on apprend par essai, par erreur, et puis aussi au cas par cas, parce que chaque cheval est un petit peu différent, et on a la chance de rencontrer des chevaux qui nous font remettre les choses en question. Je dirais que ma vision, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est de traiter les chevaux comme vraiment des individus, et j'aime bien la phrase que Anne m'a aidé à écrire, mais c'est de la naissance en passant par le sevrage, qui est un moment très 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 important et qui peut être bien ou mal fait, et en laisser des traces pour très longtemps. Le débourrage aussi, qui est les premières finalement interactions avec l'humain, le travail pour vraiment le début de sa vie montée,
jusqu'à leur performance au plus haut niveau, on l'espère, mais aussi pendant leur retraite et jusqu'à la fin, parce que parfois on a peut-être tendance à oublier nos chevaux, nos vieux chevaux, qui méritent bien d'être traités jusqu'au bout. Et alors mon obsession, c'est la cohérence dans l'équilibre entre les besoins mentaux, émotionnels et physiques. Et la cohérence, pour moi, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir la sensation que dans tout ce qu'on fait, on a une ligne de conduite qui est toujours la même. C'est pas toujours facile. Je n'ai pas dit que moi, j'avais les réponses à toutes les questions, absolument pas. Et chaque cheval que je rencontre, même parfois en question, ce que je connais aujourd'hui ou ce que je pensais être vrai hier n'est pas toujours la même chose pour demain. Mais la cohérence, c'est d'essayer de, en tout cas, avoir une ligne de conduite qui est toujours la même et pour tous les chevaux, au même niveau. Donc ça, c'est pour moi très important, peu importe si c'est des champions olympiques ou... Concernant les grands principes maintenant de la nutrition équine, alors je vais être assez synthétique, mais globalement, si on reprend la définition d'un cheval, on a quelques mots-clés qui en ressortent, à savoir que le cheval est un herbivore qui vit en symbiose avec sa flore intestinale. Donc la symbiose est une association en fait biologique qui met en jeu deux organismes, et cette association est bénéfique pour les deux organismes vivants, à savoir le cheval et sa flore intestinale, qui va être composée donc de bactéries, mais aussi d'autres microbiotes comme les protozoaires, etc. Et donc en fait, cette association est bénéfique et quasiment indispensable pour ces deux organismes, à savoir que si on finalise, le travail du cheval dans cette association est d'apporter les fibres à la flore intestinale qui est située dans le gros intestin, qui fait un peu moins de 150 litres, et en retour, la flore va utiliser ces fibres pour se reproduire, se multiplier, va également produire des nutriments qui seront assimilés par le cheval et qui apporteront de l'énergie, des vitamines, etc. Donc c'est vraiment une association bénéfique, et on a souvent l'habitude de dire en pratique, nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. Et c'est vraiment une phrase très importante à retenir, puisque il faut vraiment jamais oublier ça. Un cheval est vraiment directement dépendant de sa flore intestinale. Et on ne peut pas nourrir un cheval, mettre en place un plan de rationnement sans prendre en compte cette flore intestinale. Voilà. Autre point important, c'est le fait que le cheval est une proie dans la chaîne alimentaire, et donc étant donné que c'est une proie, alors Aurélie vous en parlera sûrement mieux que moi, mais étant donné que c'est une proie, il peut forcément, c'est un animal qui est stressé par nature et qui peut développer des comportements plus ou moins en rapport avec ce rang de proie, et des comportements qu'on va pouvoir plus ou moins gérer par la nutrition, mais auxquels on devra faire face au quotidien, justement, du fait de la gestion de ces chevaux athlètes. Il ne faut jamais oublier ça non plus, que ce sont des proies et des animaux stressés. Voilà. Donc concernant les grandes règles, il y en a trois, j'en ai listé trois. La première règle, alors ce sont des règles évidentes, hein, vous allez me dire, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais il n'empêche que ça reste vraiment des règles qui ne sont pas toujours respectées. Au quotidien, moi il m'arrive d'aller dans des écuries où par exemple pour la règle numéro 1, à savoir l'eau fraîche de bonne qualité à disposition, eh bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des abreuvoirs automatiques avec de l'eau qui est à disposition en théorie en permanence. Il n'empêche qu'avec ces systèmes, qui sont très bien par ailleurs d'un point de vue pratique, il est très difficile de quantifier l'ingestion d'eau des chevaux, à savoir qu'un cheval à l'entretien de 500 kg va ingérer environ 25 litres d'eau par jour. 20-25 litres d'eau. Donc avec un seau, on arrive à le quantifier. Bon, c'est pas très pratique au quotidien. Avec un système de ce type, à moins d'y mettre un volucompteur en amont, on peut difficilement savoir combien le cheval a bu. Alors ça, bon, quand on a globalement des chevaux qui se portent bien par ailleurs, qui n'ont pas de signes de déshydratation, etc., on considère que c'est OK, dans le sens où ils sont aussi habitués à ce système. Mais il n'empêche que dans des situations un peu compliquées où on a des chevaux qui peuvent, par exemple, développer des troubles en lien avec cette hydratation, ça peut être des coliques, ça peut être des troubles musculaires chez les chevaux à l'effort, eh bien ça peut être un problème. Donc ça, c'est vraiment la règle numéro 1, d'abord de l'eau, je vous dis c'est 20-25 litres d'eau, et on verra par la suite que pour la matière sèche, donc l'alimentation, c'est environ 2 fois moins, c'est entre 10 et 15 kilos si vraiment on tape un peu large en matière sèche, mais vous voyez que c'est quand même très important de bien considérer la distribution d'eau, l'abreuvement. Associé à cela, puisque c'est assez lié finalement, l'idée de mettre en place une pierre de sel pur, donc du sel blanc tout simplement, et c'est important de mon point de vue, et c'est surtout assez facile à faire, parce que le cheval tout simplement lui est capable de se réguler sur la prise de sodium, donc le sodium étant un des composants du sel, et bien le fait d'en mettre à disposition permettra de couvrir au moins ses besoins d'entretien. Après, si le cheval est au travail et transpire lors des séances d'exercice, puisqu'un cheval, durant une séance de travail, peut perdre de 10 à 15 litres de sueur
par heure. Donc sur des courses d'endurance, par exemple, qui durent une journée, ça peut aller de 50 à 60 litres de sueur. Eh bien, la pierre de sel ne sera pas suffisante, puisque là, on aura des apports qui seront conséquents. Eh bien, dans ce cas, on pourra avoir recours à un supplément nutritionnel très simple que tout le monde connaît, à savoir donc les électrolytes, qui permettent justement de compenser les pertes générées par la sueur, puisque la sueur du cheval, contrairement à la nôtre, est très salée, enfin, et notamment très chargée en électrolytes. Voilà, donc ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, bon, voilà, c'est clairement évident, hein, ça vient après, c'est sûr. La distribution de fourrage, donc nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. Et donc pour bien nourrir une flore intestinale de cheval, il faut lui apporter des fibres longues qui sont donc contenues dans le fourrage. Donc c'est vital pour la flore digestive du cheval, qui se nourrit vraiment essentiellement de fibres. En tout cas la flore positive, hein, la bonne flore. Sachant qu'un cheval ne peut survivre qu'en ingérant que du foin, ce qui n'est pas le cas avec un aliment concentré ou autre. Donc ça, c'est vraiment la base. L'importance du filet à foin également, ça, sur les chevaux qui sont gérés en box notamment et qui vont passer pas mal de temps au box, on va dire plus de 3/4 du temps quelquefois au box, eh bien le fait de mettre un filet à foin est intéressant, puisque ça permet d'étaler l'ingestion de foin. Et d'éviter au cheval de manger rapidement une ration de foin qui va être distribuée au sol. Avec ce genre de système, un filet à foin, où il existe d'autres systèmes maintenant, eh bien, l'idée est de ralentir l'ingestion et de permettre une ingestion sur la journée, sur une partie plus importante de la journée, de permettre une salivation également sur une durée plus longue, et donc de respecter finalement les grands équilibres physiologiques du système digestif du cheval, puisque vous le savez peut-être, mais la sécrétion acide au niveau de l'estomac est continue chez le cheval, et donc il est important que le cheval puisse tamponner cette sécrétion acide de l'estomac. Alors en ingérant des fibres longues, il va mastiquer, et en plus de pouvoir tamponner des fibres, cette salive produite contient des facteurs tampons qui vont, donc comme le bicarbonate, hein, qui vont tamponner cette acidité. Donc ça, c'est vraiment important pour ralentir l'ingestion du fourrage et aussi éviter des phases de jeûne importantes qui peuvent être à l'origine de troubles forcément de santé, mais aussi des troubles du comportement. Des chevaux qui n'ont rien à manger s'ennuient, et donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Concernant la distribution du fourrage, donc on a plusieurs sources d'abord de fourrage. Bien sûr, chez le cheval qui est hébergé en box, on a d'abord le foin qui est de l'herbe conservée, hein, de l'herbe déshydratée. C'est un moyen simple, puisqu'on peut stocker ce foin, et durant la période hivernale, on peut facilement donner ce foin, et même durant toute l'année. On va faire une différence entre le foin classique, qui est à 10-15% d'humidité, et le foin qu'on appelle enrubanné. Alors, je fais une différence entre je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez en Belgique, le préfané peut-être, préfané, mi-fané, et le foin enrubanné sec qu'on voit de plus en plus dans les structures françaises notamment. Il est vrai que le préfané est plutôt assez humide en général, récolté à un taux de matière sèche qui est plutôt assez faible, et donc on a facilement plus de 30% d'humidité, 30 à 50%. Il faut que cet enrubanné, ce mi-fané, soit très bien fait, puisqu'autrement on s'expose à des écarts, à des soucis de fermentation durant ce processus de fabrication de cet enrubanné dans le film finalement. Et là, à l'ouverture du film et donc à la distribution de cet enrubanné, s'il n'a pas été fait dans des conditions optimales, avec de l'herbe optimale et un taux d'humidité aussi optimum, on peut quelquefois avoir des soucis sur les chevaux, des diarrhées, des coliques, etc. Donc on peut avoir des contaminations par des moisissures, voire même par des bactéries. Donc il faut faire attention effectivement à la manière dont il est fabriqué et aussi à sa composition. Maintenant, pour le foin enrubanné plus classique qu'on voit maintenant, qui est plus sec, qui est fait quasiment comme du foin, on a juste 1 ou 2 journées de séchage en moins. Si ce foin est très très bien filmé, parce que là il faut encore en mettre une couche supplémentaire par rapport au préfané, on a en général une tolérance qui est supérieure, qui est meilleure. On a des chevaux qui ont, en tout cas moi dans les écuries que je suis, j'en ai de plus en plus qui utilisent ce foin enrubanné sec, c'est-à-dire qui fait moins de 30% d'humidité, entre 20 et 30%. Alors c'est vrai que c'est pas, pour les puristes, ce n'est pas un vrai préfané, mais c'est intermédiaire entre le foin et ce préfané. Mais c'est globalement un très bon compromis quand il est bien fait, je dis bien quand il est bien fait, puisque j'ai aussi vu des écuries où il avait été mal fait, notamment mal filmé. Et donc là, ça peut entraîner des moisissures, etc. Et c'est vraiment pas terrible du tout, mais quand il est bien fait, ça peut être intéressant, notamment à l'élevage. Pour les chevaux de sport, en activité, pourquoi pas, mais encore une fois, bon, il faut faire vraiment attention à la qualité. Moi, j'aime bien le foin quand il est bien récolté, puisque c'est une source de fourrage qui est stable, une source de fibres stable. Quand on l'a bien analysé, quand il a été bien récolté, qu'il est non poussiéreux, appétant, en général, c'est vraiment la source de choix chez le cheval athlète.
On peut aussi avoir de l'herbe pour les chevaux qui vont au paddock ou pour l'élevage. Et la paille peut également être une source d'appoint, je dis bien d'appoint, même s'il arrive que dans certaines écuries, les chevaux mangent pas mal de paille. Moi, je suis pas fan d'une ration de fourrage constituée à 100% de paille, puisqu'il y a plein d'inconvénients à ça. Il n'empêche que quelquefois, effectivement, en appoint, pour éviter les phases de jeûne un peu longues, les chevaux qui sont sur paille peuvent manger 1 ou 2 kilos. Ça peut permettre, dans les écuries où les nombres de repas de foin sont limités, finalement, d'éviter d'avoir des estomacs vides. Et ça permet finalement de limiter un peu ces phases de jeûne. Concernant les recommandations d'apport, alors idéalement, on conseille de donner du foin à volonté. Alors à volonté, ça veut tout dire et rien dire. Dans tous les cas, il est important de savoir ce qu'on donne. Donc l'idéal étant de peser la ration de foin, sachant qu'il faut bien vérifier la densité, donc bien s'assurer, bien connaître son foin. Puisque si vous avez un foin qui a été peu pressé, vous allez donner un gros volume, vous dites bon c'est bon, le cheval a ce qu'il faut, puisqu'en quantité ça me paraît suffisant. Versus si vous avez du foin en big, en balle, donc rectangulaire, qui est très pressé, vous allez en donner un tout petit carré, vous allez dire voilà, ça fait pas beaucoup. Alors qu'en fait la petite tranche là fait 7 kg et le volume qui vous paraissait important ne fait que 3 kg. Donc là c'est vraiment important de connaître finalement l'unité de distribution, donc la fourche, combien est-ce que ma fourche pèse à peu près, pour avoir une idée et pour respecter les recommandations, à savoir en général pour un cheval de 500 kg, environ 8 kg de foin brut par jour ingéré. Donc qui dit ingéré, en fait dit qu'il faut en distribuer un petit peu plus, à savoir les 1 ou 2 kg de plus en général. Moi je conseille de distribuer au moins 10 kg de foin par jour, et après on aura 1 kg de perte le matin, 1 kg de perte le soir quand on a 2 repas de foin, même si l'idéal étant de faire en sorte que le cheval en ait toute la journée, comme c'est le cas ici de ce que j'ai vu. Voilà, donc ça c'est vraiment fondamental. Après on peut le mettre bien sûr en filet ou pas, réguler l'ingestion en fonction des chevaux et de leurs besoins aussi, puisqu'on a des chevaux, quand on met du foin à volonté, il est vrai que des chevaux qui ont tendance à être en surpoids, eh bien le foin à lui seul apportera trop d'énergie pour ces chevaux-là, pour ces poneys-là quelquefois, et donc on devra finalement réduire légèrement la ration de fourrage, et là il est vraiment très important de savoir ce qu'on fait, de quantifier vraiment ce qu'on donne, puisqu'il ne faut pas descendre sous une quantité minimum qui peut générer ensuite des coliques, des problèmes de transit, etc. Il faut toujours maintenir une quantité minimale. Alors on parle de globalement 6 kg minimum, mais pour moi c'est la limite vraiment très très basse. Voilà. Donc voilà pour le fourrage. La dernière règle, une fois qu'on a donné de l'eau, du sel, du foin, eh bien, si tous les besoins du cheval ne sont pas couverts avec ces nutriments, eh bien, on va apporter une alimentation complémentaire de fourrage. Donc, comme son nom l'indique, elle va compenser les carences du fourrage. Donc, ces carences peuvent être d'ordre minéral, également protéique ou énergétique. Et donc, l'idée, c'est avec cette alimentation complémentaire, alors au sens large, et donc c'est d'apporter des rations qui vont être adaptées aussi bien à des chevaux au repos qu'à des chevaux au travail ou des chevaux en croissance. Et donc là, on fera donc en fonction du type de fourrage bien sûr et de sa valeur nutritionnelle, d'où l'importance de l'analyser. Ça c'est vraiment une des premières choses à faire. Alors je sais que c'est pas toujours facile, puisque quand vous ne produisez pas vous-même votre foin, eh bien, vous pouvez avoir des lots de foin qui varient énormément. Et donc, ça demande de faire des analyses très régulièrement. Il n'empêche que si on veut mettre en place des rations vraiment bien équilibrées, le principal est vraiment de s'intéresser d'abord au fourrage avant de regarder l'aliment et de savoir vraiment ce qu'il y a dans le fourrage. Et donc, pour ça, il faut l'analyser. Bien le prélever d'abord et ensuite l'analyser. Une fois qu'on l'a analysé, eh bien, on va mettre en face une alimentation complémentaire en fonction du stade des chevaux, du stade physiologique, des jeunes en croissance versus des adultes ou des vieux chevaux. Et également, on prendra en compte l'activité du cheval, puisque un cheval qui travaille légèrement, qui sort tous les jours un petit peu au pas, versus un cheval qui fait des concours tous les week-ends, eh bien, n'aura pas ces chevaux n'auront pas les mêmes besoins. Et donc, on doit bien appréhender ça a priori avant de mettre en place ce régime alimentaire. Ok, du coup on s'est dit qu'on allait faire un tout petit peu un parallèle entre les grands principes de la nutrition, et puis on a nommé ça, parce qu'il faut bien le nommer, du bien-être du cheval. Alors je n'entends absolument pas être spécialiste dans quoi que ce soit, mais je vais juste partager un tout petit peu ce qu'on a la chance d'observer ici et ce que j'ai peut-être eu la chance d'observer ailleurs.
Et je dirais que les premières choses qu'on ne doit jamais oublier, c'est la relation animal de proie-prédateur. Alors il a parlé un peu du fait que les chevaux sont effectivement des animaux de proie et qu'on l'oublie souvent parce qu'aujourd'hui un cheval ça vient souvent dans une camionnette avec un joli licol et des jolies protections. Mais à la base ça vient des grandes plaines, pas ici en tout cas, mais il y en avait un peu peut-être. Mais c'est des animaux sauvages qui vivent en troupeau et qui ont vraiment au fin fond de leur cœur et de leur instinct cet instinct de proie qui est simplement le matin quand on se lève, est-ce qu'on va survivre à ce prédateur qui vient peut-être nous manger à un moment ou à un autre. Donc du coup ça veut dire que on le sait, on le sent souvent, mais parfois on a tendance à l'oublier. Leur première défense, c'est la fuite, puisque c'est tout ce qu'ils ont, plus ou moins. Et ces choses qu'on pense un petit peu oublier parce que nos chevaux aujourd'hui sont quasi tous assez bien domestiqués, sont finalement très 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 ancrés à l'intérieur d'un cheval. Et bien sûr, on le sent beaucoup plus, c'est certain, que d'autres. Mais j'en reviens à ça parce qu'on parle de la proie, mais on ne parle pas beaucoup du prédateur que nous sommes, finalement. Et c'est cette relation proie-prédateur qui commence d'abord par poser problème. Et c'est de là qu'est né aussi ce qu'on appelle l'éthologie. Donc c'est le fait d'observer les chevaux ou les animaux dans leur milieu naturel et d'en tirer des conclusions. On s'est rendu compte que nos besoins et leurs besoins n'étaient pas du tout les mêmes. Et que peut-être qu'aujourd'hui, on devrait remettre ça un tout petit peu au centre de la discussion cavalier-cheval, ou en tout cas qu'on cherche la performance de haut niveau ou bien simplement d'avoir du plaisir avec son cheval, de ne jamais oublier que finalement on est très 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 différents à la base. On n'a pas du tout les mêmes besoins ou les mêmes envies, puisque on l'a noté ici juste pour le rappeler, mais les besoins fondamentaux d'un cheval, c'est la sécurité, le confort. Ensuite, si tout va bien, le jeu, donc les interactions sociales entre eux, et la nourriture, on en parle parfois, mais j'imagine qu'on peut sûrement attester qu'un cheval qui ne se sent pas en sécurité, qui n'est pas confortable, va souvent ne pas manger parce que ce n'est pas son besoin premier à ce moment-là. Et donc du coup, les besoins physiologiques sont différents et à respecter tant dans la nutrition que dans le travail et le cadre de vie. Donc on en a parlé beaucoup par rapport à la nutrition, mais finalement on se rend compte que le cadre de vie, l'environnement dans lequel les chevaux vivent, on sait aussi qu'il est très 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 différent de là où ils viennent à la base, puisqu'ils étaient en complète liberté, sans aucune barrière, sans aucun mur, et en tout cas sans aucun bipède qui leur court derrière à la base. Et on a changé tout ça, on les a domestiqués, donc c'est essayer de penser, de ne jamais oublier que eux, ils ne viennent pas de notre monde à nous. Donc comment est-ce qu'on peut faire quand on fait rentrer un cheval dans notre vie d'humain pour que ça soit le mieux possible, en tout cas, ou le moins égoïstement possible. Et j'aime bien toujours rajouter un tout petit peu de faire attention à l'anthropomorphisme. Je ne sais pas si vous savez ce que l'anthropomorphisme est. Ouais, c'est transférer notre vision humaine sur un animal. Donc ça n'a pas besoin d'être avec un cheval, c'est avec n'importe quel animal. Mais c'est de faire attention à ce qu'on a tendance, et les femmes en particulier, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, à penser que ce que nous, on a besoin, j'ai froid, je mets une couverture à mon cheval, j'ai faim, je lui donne une carotte. C'est quelque chose qui se passe beaucoup dans le travail tant que dans la vie de tous les jours. Mais je pense que comme aujourd'hui le sujet c'est la nutrition et qu'on en parlera peut-être un petit peu plus après, il faut vraiment faire attention à l'anthropomorphisme. Et la meilleure manière de ne pas faire de l'anthropomorphisme, c'est de s'éduquer finalement et de vraiment lire sur les chevaux et d'apprendre qui ils sont et pas spécialement se dire oui mais moi j'aime bien ci, moi j'aime bien ça et automatiquement mon cheval aussi. Donc on va partager un peu comme on a fait avec la nutrition, petit parallèle avec le bien-être. Pour moi ce qui est très important pour un cheval, tout en étant très réaliste, ici on en est, c'est ce que je l'ai dit au début, on a fait un compromis. Moi mes chevaux, je n'entends pas les faire vivre en troupeau complètement, que ce soit pour la valeur financière ou la valeur sportive, il y a un certain danger à faire vivre des chevaux ensemble, on le sait. Et donc j'ai décidé de quand même avoir des box, mais de le faire d'une manière la plus naturelle possible, même si ce mot naturel me sort parfois par les trous de nez, parce qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Mais j'ai pensé, les choses importantes pour moi, c'était des espaces ouverts, donc agréables de vie pour nous, mais comme pour eux, un accès à l'extérieur, puisque après nous on l'observe très très fort tous les jours, mais les chevaux, la pluie, le vent, le soleil, ça change, les saisons changent, et finalement, nous on pense que l'intérieur, le cheval il est bien, il a chaud, il est content. Mais vous serez étonnés de voir qu'on a certains pensionnaires ici, quand ils drachent, ils sont tout le temps dehors.
Ça dépend, ils ont chacun des goûts différents, mais pour moi c'était assez important. Ça offre un minimum de mobilité en plus, mais soyons tout à fait honnêtes, les chevaux ne marchent pas des allers-retours dans leur paddock toute la journée, mais ça leur offre une possibilité de, s'ils le désirent, sortir un peu dehors, mais surtout d'avoir des contacts sociaux. Donc moi j'ai personnellement décidé de ne pas mettre de mur très très haut ou de grillage entre les box. Je n'ai pas d'étalons, parce que ça c'est toujours la question. J'ai décidé de faire un choix de ne pas en accepter parce que ça c'est encore une autre discussion et que je ne dis pas que ce système fonctionne dans tous les cas, mais moi j'ai décidé de le tester avec ses limites en tout cas. Mais les contacts sociaux, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, bon, déjà, le cheval est un animal de troupeau. À la base, c'est un animal qui est très social. Et on se rend compte que le manque de contact social peut avoir un impact sur le comportement qui est énorme. J'imagine que vous l'avez peut-être un peu ressenti. On a eu beaucoup de blagues par rapport à ça quand on a été confiné très récemment, avec des parallèles entre le cheval qui est confiné toute la journée dans son box et puis nous, qu'est-ce qu'on pense? C'est difficile, on est confiné depuis 2 semaines. Peut-être que c'était pas très important de dire ça à ce moment-là, mais pourquoi pas y penser quand même un tout petit peu. On se rend compte que les contacts sociaux, c'est la même chose pour nous, c'est très important. Ça peut avoir un vrai rôle sur notre humeur et puis sur notre bien-être sur le long terme. Donc je pense que s'il y avait 3 choses que je pouvais, avec une petite baguette magique, changer dans les écuries, ce serait ça. Des espaces ouverts, lumineux, un accès à l'extérieur, ça ne doit pas être des paddocks, mais en tout cas peut-être les sortir en prairie ou en paddock le plus souvent possible, et des contacts sociaux. Donc encore quelques petits principes pour continuer. Pour moi, ça c'est plus maintenant dans le travail. À partir du moment où on commence à demander à un cheval de faire quelque chose pour nous, il ne faut pas oublier que si le cheval physiquement il n'est pas en état, il n'est pas capable de vous donner ce que vous voulez. Et donc cette relation, que ce soit un plaisir ou une performance, elle est cassée à cet endroit-là parce que nous on a une attente. Certes, mais le cheval, il n'est pas capable de nous donner ce qu'on veut parce qu'il se sent pas bien, parce qu'il a mal, ou parce que tout simplement, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas spécialement lié au physique, mais il ne comprend pas ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est très important de faire attention à ça, et finalement le rôle du propriétaire, à partir du moment où vous avez choisi de faire rentrer un cheval domestiqué dans votre vie, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Et ça passe bien sûr aussi par la nutrition, parce que ça, c'est clairement quelque chose qui définit la domestication d'un animal. C'est que l'humain est en contrôle de la nourriture, ou de la ration de nourriture. C'est la même chose pour le chat, pour le chien, pour n'importe quel animal domestique. Le chat est un petit peu plus libre, qui va souvent chasser ses petites souris. C'est pas pour ça qu'il les mange, mais un des fondamentaux de la domestication, c'est que le contrôle de la nutrition, de la nourriture, de l'apport de la nourriture est fait par l'humain. Donc c'est vous qui nourrissez votre cheval. Donc si vous donnez du bon, c'est super. Si vous donnez du mauvais, il n'a pas le choix. À un moment, il va manger ce qu'il peut. Il faut quand même qu'il mange. Et de nouveau, là-dedans, attention à l'anthropomorphisme, parce que on le sait, il y a des marques qui vont travailler sur le fait que l'ingrédient est appétant pour l'humain, parce que c'est l'humain, à la fin, qui va chercher le sac chez le fournisseur ou qui va commander la nourriture. Donc de faire attention quand on choisit ce qu'on va donner au cheval. Est-ce que c'est nous qui trouvons que c'est appétant, que c'est intéressant, que le vendeur nous l'a bien vendu? Bon, après, ça passe par là, je ne dis pas. Ou alors, est-ce que c'est vraiment ce que ce cheval a besoin? Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai apprécié la marque Reverdy, c'est qu'il y a une grande recherche derrière que ce soit de l'ingrédient et de la provenance de l'ingrédient. Il n'y a rien à faire aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est très important. Si on le fait pour nous, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les chevaux? Et la deuxième chose, c'est aussi de se rendre compte que c'est pas parce que ça n'a pas l'air bon pour vous que c'est pas bon pour le cheval, ou que c'est pas parce que vous auriez envie de lui donner un bon gros muesli comme celui que vous mangez le matin avec du lait, que c'est spécialement ça dont il a besoin, ou que parce que vous l'aimez très très fort, vous allez donner 500 kilos de carottes et que finalement le carotte il y a un peu trop de sucre et que c'est pas super bon pour lui. Donc c'est important de se rendre compte que de nouveau, le cheval c'est un cheval, l'humain c'est un humain, on n'a pas les mêmes besoins, que ce soit au niveau nutritif. Il y a sûrement des similarités, ou au niveau de la manière dont on comprend, ou les besoins fondamentaux qu'on a, et il faut tout le temps se le rappeler, penser comme un cheval et pas comme un humain, ça fonctionnera un peu mieux. Donc je vais aller assez rapidement donc, sur les aliments. Alors sur les aliments dans un premier point, et ensuite sur les suppléments. Alors juste les grands principes, hein. Vous avez ensuite vous allez voir, on a les vignettes pour chaque aliment, etc. après, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous énoncer les grands principes dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, en gros, dans les grands principes, nos aliments sont composés d'ingrédients qui permettent de reconstituer une alimentation dite traditionnelle, mais équilibrée et optimisée.
Donc ces aliments sont composés d'un point de vue global de céréales locales, donc les 3 céréales classiques, l'orge, l'avoine, le maïs, qui sont des sources de glucides complexes, donc des sucres lents, les pâtes du coureur, clairement. Associé à cela, donc on apporte de la luzerne, alors Bisset cheval parce qu'elle est validée pour le cheval du point de vue du dopage, et donc l'association céréales-luzerne constitue très souvent chez nous le noyau finalement de l'aliment. Donc, puisque la luzerne étant riche en tout cas apporte du calcium, des protéines et des fibres, elle va compenser eh bien, les carences des céréales, en tout cas les carences principales. Ensuite, sur ce noyau, quand on veut enrichir l'aliment en matière grasse, on va ajouter par exemple des graines de lin extrudées qui sont riches en oméga 3. Pour augmenter la teneur en protéines de qualité, on va avoir recours au soja, donc du tourteau de soja français, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, en fonction de la part de céréales, on va équilibrer de manière plus ou moins importante le rapport phosphocalcique, donc les apports de calcium par rapport au phosphore, donc avec du lithotame. Donc le lithotame, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une algue marine, c'est un squelette d'algues calcaires marines qui est riche en calcium, qui est intéressant dans la structure, donc dans l'assimilation, mais aussi qui est intéressant pour son pouvoir tampon au niveau de l'estomac. Voilà. Et ensuite, donc, les oligo-éléments, les vitamines, ça j'en ai déjà parlé. Donc, je vous ai remis en dessous, donc sans sous-produits industriels et sans sucre ajouté ni OGM. Donc concernant les gammes, d'abord, concernant le choix de l'aliment, donc il se fera en fonction de l'activité ou de la discipline du cheval, des caractéristiques propres à chaque cheval. Donc ça c'est vraiment très important de prendre en compte la race bien sûr, l'âge, le sexe, également le profil métabolique, puisqu'on a des chevaux qui appartiennent à une même race, qui ont le même âge, etc., mais qui ont un profil métabolique différent, qu'on va appeler par exemple easy keepers, les chevaux qui ont tendance à se tenir facilement en état, c'est-à-dire qui, comme on dit communément, qui grossissent en voyant l'herbe. Et bien ça, il faut le prendre en compte dans la mise en place de la ration. À l'inverse, vous avez des chevaux plutôt dans le sang qui vont avoir énormément de difficultés à se maintenir en état, à couvrir leurs côtes, etc. Et bien pour ces chevaux, pour les aider à maintenir leur masse musculaire, etc., on va par exemple devoir choisir un aliment un peu plus riche en protéines de qualité. Les quantités, on va les ajuster bien sûr en fonction de l'intensité du travail, mais également en fonction de l'évolution du poids corporel et idéalement du poids du cheval. Ça c'est vraiment l'idéal, de pouvoir peser un cheval tous les mois et de faire, voire tous les 15 jours quand on peut, et de faire sa courbe de croissance, en tout cas sa courbe de poids, et de viser un poids de forme qu'on a déterminé avec le cavalier ou propriétaire, et ensuite d'essayer de s'y tenir, tout en respectant bien sûr, après en regardant l'état corporel, en s'assurant qu'il y a un bon développement musculaire, etc. Donc c'est vraiment important, ça c'est une notion aussi fondamentale, notamment chez les chevaux de sport et aussi les chevaux de course, mais on peut plus facilement peut-être le faire chez les chevaux de sport, c'est d'adapter chaque ration, les rations concentrées à chaque cheval. C'est-à-dire que dans cette écurie par exemple, il y a des chevaux de profils différents qui ont potentiellement une activité différente. Et bien l'idéal serait et c'est sûrement ce qui est fait, de regarder au cas par cas quels sont les besoins du cheval, comment est-ce qu'il évolue quand on met en place une première ration, et en fonction de ça, avec les corrections qu'on apporte, comment est-ce qu'on arrive à le stabiliser, à le maintenir en forme et dans un bon état corporel. Ça c'est vraiment l'idéal, d'adapter les rations à chaque cheval. Donc concernant les gammes, donc juste globalement, je vous ai rapporté donc 3 gammes, sport, élevage, santé. Donc la gamme sport, c'est la gamme pour les chevaux adultes, donc loisirs avec l'aliment adulte, plutôt on va dire travail léger à modéré. Voilà, donc je vous ai mis les rations. On respecte, moi je recommande très souvent de pas donner plus de 2 litres, alors ça fait 1,4 kg chez nous à peu près. Plus de 2 litres par repas. Ça c'est vraiment important de fractionner au maximum. Ça va vraiment, ça peut aider les chevaux, les chevaux qui ont des soucis notamment, fractionner au maximum. Ça c'est dans la mesure du possible bien sûr. Je suis conscient que on doit prendre en compte après les pratiques de l'écurie, etc., l'organisation. Mais en tout cas, idéalement ne pas dépasser 2 litres par repas. Pour les chevaux qui travaillent de manière plus intense, là on va passer sur des aliments plus énergétiques, et on va également en général augmenter la ration, donc de 4 à 6 litres par jour, donc en général c'est en 2 à 3 repas. Voilà. Pour l'élevage, on a un aliment mieux pourvu en protéines, en calcium, en vitamines et en oligo-éléments favorables à la croissance. Donc là il est important de respecter les recommandations, principalement pour limiter ce qu'on appelle l'ostéochondrose,
qui est un trouble du développement ostéo-articulaire. Et donc ça, on sait maintenant, on le sait bien, hein, ça a été démontré par plusieurs équipes de recherche, que l'ostéochondrose est favorisée par des carences, mais aussi par des excès, notamment les excès en céréales, en glucides. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, aux quantités distribuées. Alors aussi bien aux mères en gestation, ça démarre dès la gestation, hein, qu'aux poulains en croissance. Et donc ça se joue globalement durant la première année des poulains. On a également une gamme santé. Alors là, c'est une gamme qu'on appelle Fat and Fiber, donc qui est plutôt riche en matières grasses et en fibres, et pauvre en glucides, donc pauvre en amidon et donc sans sucre ajouté, hein, comme le reste des aliments. Et bien là, cette gamme se destine plutôt à des chevaux qui ont des soucis en lien avec les glucides, avec l'amidon. Donc ça peut être des soucis d'ulcère gastrique, des problèmes musculaires, des problèmes métaboliques, par exemple le syndrome métabolique équin, ou un syndrome de Cushing par exemple. Et donc en fonction des besoins énergétiques notamment des chevaux, on va choisir soit le céréal free qui ne contient lui 0 céréales, qui est plutôt moins énergétique que le spécifique énergie, qui lui pourrait être donné à des chevaux qui travaillent, mais qui peuvent par exemple faire des épreuves d'assez haut niveau, mais qui vont souffrir d'ulcères par exemple. Dans ce cas, on va mettre en place une ration spécifique pour respecter les recommandations vis-à-vis de l'amidon par exemple. Et donc là, il sera vraiment très important de fractionner. Donc la gamme de suppléments, même idée, hein. Donc grand principe, pourquoi donner des suppléments, je vous l'ai déjà dit, pour répondre à des besoins spécifiques qui ne sont pas couverts par la ration. Donc là, on est vraiment sur du cas par cas. Ils doivent être distribués en complément d'une ration alimentaire équilibrée, voire d'un traitement médical adapté. Notamment pour les ulcères, par exemple, on sait que voilà, on connaît tous le traitement. Donc ça, c'est vraiment important. Un supplément nutritionnel ne remplace pas un médicament. Ça, c'est pareil, je le dis à chaque fois. Quand un cheval est malade, on met en place un traitement médical et ensuite, bien sûr, les suppléments peuvent aider à prévenir ce trouble, à éviter la récidive, par exemple, encore une fois, je pense aux ulcères gastriques, avec une ration alimentaire adaptée. Les suppléments magiques, bon, c'est quand même assez rare. Ça s'intègre vraiment tout ça dans une ration globale. Donc il faut les donner à la bonne dose et faire attention au cumul des suppléments. Parce que moi, il m'est arrivé de voir des chevaux qui mangeaient jusqu'à 10-15 suppléments en plus de la ration. Et encore, je suis gentil. Et ça représentait plus d'1 kilo par jour pour ces chevaux. Et à la fin, finalement, on met les suppléments les uns après les autres. Et au final, on ne sait plus ce qu'on fait, quoi. On sait plus ce qu'on fait. On risque finalement des doubles emplois, des risques d'excès, notamment avec le sélénium, par exemple, qui peut être toxique à haute dose, etc., etc. Donc, on essaie de se limiter. En général, on ne dit pas plus de 3 suppléments. En tout cas, on fait attention de bien raisonner l'apport de ces suppléments. Donc là, je vous ai juste cité les incontournables de mon point de vue, ceux que moi je recommande et que j'utilise au quotidien parce qu'ils m'aident beaucoup quand on a des cas spécifiques à gérer. Alors l'huile, bien sûr, vous en avez quelques bidons ici. Donc en fait, l'oméga oil est un mélange d'huile, alors non raffinée, hein, des huiles vierges, l'huile de lin qui est riche en oméga 3 associée à de l'huile de germe de maïs, hein, riche en oméga 6 et en tocophérol, donc en vitamine E naturelle. Et donc c'est intéressant d'associer ces deux huiles puisque l'huile de germe de maïs est très appétante pour le cheval. Donc ça, c'est intéressant. Et donc moi je l'utilise comme finalement pour diminuer, pour limiter au maximum la part par exemple de céréales chez les chevaux qui ont des soucis avec ces céréales. Donc ça peut être chez les chevaux athlètes de haut niveau, ça peut aussi être chez des chevaux qui ont des soucis d'ordre inflammatoire ou autre sur le long terme. D'un point de vue nutritionnel, il est intéressant d'apporter des oméga 3. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Et j'y associe souvent la flore, donc qui est un supplément à base de probiotiques et de postbiotiques. Donc les postbiotiques sont des ferments lactiques. En gros, les probiotiques sont des levures vivantes. L'idée est de soutenir la flore digestive donc du cheval et d'améliorer la digestibilité de la ration. Donc ça, c'est intéressant pour les phases un peu compliquées pour le cheval, à savoir le sevrage, par exemple, la mise à l'herbe, la première mise à l'herbe, où on peut avoir une herbe riche en sucre, etc. Et aussi pour la préparation à des compétitions, à des ventes, quand on a des chevaux qui sont en phase de compétition, qui voyagent, eh bien c'est vraiment un produit qui est intéressant et qui répond vraiment et qui va bien avec notre philosophie de nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. Et bien en donnant du flore, on va soutenir la flore intestinale du cheval. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Et là, pour le coup, voilà, c'est vraiment bénéfique au cheval. Ensuite, donc les électrolytes, je vous en ai parlé pour compenser donc, les pertes en électrolytes perdus par sudation. Et ensuite, j'ai ajouté le minéral oligovite, tout simplement parce que c'est notre best-seller. C'est un supplément nutritionnel qui associe des oligo-éléments et des vitamines qu'on peut apporter en plus d'une ration de foin ou en plus d'une petite ration de céréales ou d'un aliment industriel et qui permet de couvrir les besoins en oligo-éléments et vitamines des chevaux qui vont être aussi bien au repos
ou qui vont pratiquer une activité légère à modérée. Et donc là, c'est un supplément qui est intéressant puisqu'on en met une toute petite dose et honnêtement, bon, ça fonctionne plutôt bien et c'est surtout intéressant pour couvrir tous ces besoins puisqu'on a plus d'une quinzaine de nutriments dans ce minéral. Voilà. Voilà. Et pour finir, donc juste avant l'élevage, je vous ai listé quelques états pathologiques fréquents que je rencontre moi fréquemment dans la pratique et que vous aussi probablement, à savoir donc des chevaux qui souffrent de problèmes d'état. Donc là, on va associer, comme je vous l'ai dit, l'huile avec de la fleur et éventuellement un supplément à base de protéines de qualité, donc le myostimule. Les chevaux qui ont des problèmes d'arthrose, donc on a des chondroprotecteurs, hein, le Flexi, Superflexi. Vous verrez tout ça dans les vignettes détaillées si vous le souhaitez. Les problèmes de cornes aussi, hein, de sabots. Donc là, on a de la biotine, hein, de la biotine associée à d'autres nutriments intéressants pour la production de kératine de cornes. Donc ça, c'est pareil, ça s'entend sur plusieurs mois. On ne fait pas une cure sur un mois, c'est en général 6 mois minimum pour avoir un renouvellement complet plus ou moins complet de la boîte cornée. Pour les ulcères gastriques, on a également des pansements. L'huile est également intéressante pour limiter ne serait-ce que la part de glucides, donc de céréales. Et enfin, pour les troubles musculaires, on va apporter des antioxydants. Associés aux électrolytes bien sûr pour limiter les troubles de l'hydratation et aussi de l'huile pour la part énergétique. Voilà, donc pour l'élevage, pour terminer, donc l'élevage pour les poulinières, on va jouer globalement sur la gestation, donc d'abord sur la fertilité, donc on a un supplément comme le carotène par exemple. Alors encore une fois, la reproduction est une fonction de luxe et ne va pouvoir s'établir que si tout le reste va bien. Donc il faut que la jument soit en bonne santé pour qu'elle puisse après être mise à la reproduction dans de bonnes conditions et qu'elle puisse être fertile. Si on n'a pas déjà couvert les besoins énergétiques, protéiques, etc., il est clairement compliqué. Ce n'est pas en mettant un supplément qu'on va régler tous ces soucis-là. Donc ça s'entend encore une fois dans le cadre d'une ration alimentaire équilibrée, mais il est vrai que ces suppléments vont pouvoir apporter des nutriments favorables à la fertilité, tout comme à la qualité du colostrum chez les juments en gestation. Donc là, on va avoir par exemple des extraits de parois de levure qui favorisent la production d'anticorps dans le colostrum des juments. Et ensuite, durant la lactation, on peut contribuer à améliorer la production de lait, notamment chez les primipares, donc chez les juments qui ont un premier poulain, en apportant des probiotiques, un peu comme chez les bovins finalement, et également apporter de l'huile pour augmenter les apports énergétiques de la ration. Donc chez les jeunes, on a des seringues, donc la seringue à base de vitamines, d'oligo-éléments et de vitamines qu'on donne communément à la naissance. On a également du lait, des suppléments à base de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines pour favoriser une bonne synthèse osseuse. Donc, et également, on va bien sûr ajouter, donc, comme je vous le disais, le fleur pour les phases de transition, donc sevrage, mise à l'herbe, etc. Donc moi, si je devais vraiment résumer tout ce dont on a parlé aujourd'hui et ce que j'ai pu comprendre un tout petit peu de mon expérience, c'est que l'équilibre entre le mental, le physique et l'émotionnel, c'est une jolie phrase, on en parle beaucoup, c'est très sympa de le dire comme ça, mais c'est un vrai travail et c'est une recherche vraiment de tous les jours parce que on le voit très très bien ici, on peut faire avancer le mental du cheval, arriver à le rendre un peu plus confiant, et puis on a le physique qui lâche un peu, puis il faut retravailler un peu là-dessus, et puis le cheval il est vraiment bien, mais après on commence à adapter le travail, augmenter le travail, et puis l'émotionnel il suit pas, il est pas prêt, et donc c'est quelque chose où c'est pas une recette magique où on peut dire 1 + 1 = 2, c'est vraiment un travail de tous les jours, de tout le temps, et c'est pour ça que j'aime bien le mot équilibre, mais c'est vraiment une question de balancer constamment. Et puis il y a certainement des choses où clairement dans le physique il y a plus qu'une composante et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui nous permettent de faire avancer le cheval correctement. Alors de nouveau c'est sûr on apprend en faisant des erreurs, je l'ai fait moi-même et je le ferai sûrement encore, mais si moi je peux donner un conseil, c'est que observez, je l'ai dit en dessous, un conseil. Apprenez à connaître et à observer vos chevaux parce que finalement les chevaux qu'on connaît bien, alors c'est vrai que ici on a beaucoup de chevaux qui arrivent au travail, qui passent un moment par chez nous et il faut apprendre à les connaître assez rapidement parce que bon déjà on essaie d'être efficace mais finalement c'est en arrivant à bien les observer et bien décoder dans les premiers jours, dans les premières semaines qu'on arrive à être assez efficace. Mais les chevaux qui sont les vôtres et que vous connaissez depuis des années, quand je parle de l'équilibre au-dessus, ils vous disent quand ça va pas, mais il faut apprendre à l'écouter. Je pense que quand on apprend à écouter plus vite plutôt que plus tard, on arrive
à faire ce qu'on appelle de la prévention. On essaye en tout cas de faire de la prévention pour éviter d'en arriver à chaque fois à des cas qui sont quasi pathologiques. Et même si j'aime à croire et j'aime dire qu'on peut quasi toujours revenir en arrière, à part avec le physique où clairement on a parfois des lésions qui sont irréparables, j'ai souvent dit qu'on peut toujours régler les problèmes, mais personnellement, au plus le temps avance, au plus je me rends compte que même dans la tête, parfois il y a des lésions qui sont irréparables. Alors on peut clairement les adoucir, on peut les arrondir, on peut faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais je trouve ça assez dommage d'en arriver finalement toujours à, pas toujours, mais dans certains cas, à des lésions qui sont irréparables juste parce que soit on ne savait pas, on n'était pas bien entouré, on n'a souvent pas fait exprès. Mais de bien faire attention à connaître et à observer les chevaux parce qu'ils vous disent quand ça va pas. Que tous les chevaux ne sont pas les mêmes et qu'ils ont chacun des besoins individuels, ça c'est très important aussi, surtout si vous êtes destiné à avoir un certain nombre de chevaux dans vos écuries qui viennent, qui partent. C'est vraiment d'arriver à avoir un système qui est le plus concret, le plus efficace possible et qui a une certaine flexibilité de comprendre que chaque cheval a quand même un petit peu, ils sont chacun individuels et ils ont des besoins similaires mais clairement un peu différents pour chacun, et prendre en compte leur caractère, leurs forces et leurs faiblesses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour moi c'est assez important quand on a un cheval qui n'est pas facile ou qui n'est pas tout ce qu'on voudrait qu'il soit, de jamais oublier qu'il a aussi des forces, et parfois en renforçant ses forces on finit par adoucir un petit peu les faiblesses et on arrive à trouver un juste compromis. Donc voilà, ça c'est ma petite conclusion. Et la phrase qu'on avait mise au début qui est assez vraie, et que parfois je pense qu'on a tendance à oublier, c'est que les chevaux sont vraiment généreux et qui surpassent au-delà de notre imagination leur capacité physique avant de craquer. Et ça, je pense qu'on l'oublie, et de mon expérience, vraiment, c'est quelque chose que je dois dire. Des chevaux qui arrivent ici, qui sont dans des états très compliqués dans leur comportement, c'est rarement par plaisir, ils font pas semblant. Un cheval qui fait du cinéma, j'en ai vraiment pas connu. Je dis pas pour ça qu'il n'y a pas des comportements qui peuvent clairement être effacés, qui ne sont pas des bons comportements et qu'on n'aurait pas dû leur apprendre à la base, ça complètement. La gestion des chevaux mal gérés, qu'on développe des comportements dont on n'a absolument pas besoin. Mais quand c'est bien fait, quand on fait bien les choses et que le cheval continue à être difficile, il faut vraiment penser qu'il essaye du mieux qu'il peut et que parfois il n'a juste pas ce qu'il lui faut pour arriver à faire ce qu'on lui demande. Voilà, ça c'est pour moi. Merci. En conclusion, donc je vais d'abord, voilà, ce qu'il faut retenir, les points importants. Ce que je vous ai expliqué au départ, à savoir que le cheval est une proie herbivore qui est dépendante de sa flore. Donc ça, c'est vraiment, je l'aurais dit au moins 10 fois, mais c'est très important de garder ça à l'esprit. Les règles de base, donc je vous les ai énoncées, de l'eau, du sel, du fourrage d'abord, et ensuite, concernant l'alimentation complémentaire de fourrage, donc c'est là où on intervient, il est important d'apporter une alimentation de qualité. Donc pour le savoir, sur les aliments industriels, l'idée tout simplement est de regarder les étiquettes et notamment la liste des ingrédients qui sont listés par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus important au moins important. Et donc sans avoir une connaissance très affûtée, très précise de la nutrition, on peut déjà savoir de quoi se compose l'aliment qu'on distribue tous les jours à son cheval en regardant cette liste d'ingrédients. Donc ça c'est vraiment très important à regarder, sachant qu'après on peut se renseigner, encore au même titre que le comportement des chevaux, se renseigner sur les ingrédients favorables ou pas. On a fait une petite synthèse dans notre brochure, dans les premières pages, où on prend chaque ingrédient et on explique de manière objective, encore une fois, puisque avant de travailler pour Reverdy, moi je suis vétérinaire, et donc on explique pour chaque ingrédient quels sont les points positifs, les points plutôt négatifs, etc. Donc après, il est tout à fait possible de se renseigner, d'avoir les informations dès lors qu'on connaît de la composition de l'aliment qu'on distribue. Il faut que cet aliment donc, soit adapté au foin qu'on distribue, donc ça c'est vraiment très important. Et concernant donc, ce foin, il est vraiment très très important de l'analyser, tout simplement pour connaître les différentes valeurs comme je vous l'ai expliqué, et faire en sorte de mettre en place des rations qui sont adaptées au stade du cheval, au stade physiologique ou à son activité. Le fait que la ration soit bien distribuée est aussi très important, c'est-à-dire on a aussi pour habitude de dire la façon de donner l'aliment est aussi importante que ce que l'on donne. Donc comme je vous l'expliquais, je recommande très souvent de fractionner la ration au maximum. Je vois encore des rations très importantes distribuées en seulement 2 repas, avec des repas de 3 kilos, ce qui est pour moi une aberration, puisqu'on ne respecte pas du tout la physiologie digestive du cheval quand on procède de cette manière.
Et donc ça, c'est vraiment un point clé. En plus de la qualité de l'aliment, de la quantité distribuée, il faut vraiment prendre en compte la distribution. Il existe désormais des distributeurs, et ça fait plusieurs années, automatiques d'aliments. Alors je sais que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre dans les écuries, mais au cas par cas, nous on a fait l'expérience avec des pur sang, des yearlings préparés pour les ventes, et qui reçoivent des rations très importantes en général. Eh bien, on a fait des essais chez plusieurs clients, on a mis en place des distributeurs automatiques avec une distribution de 10 repas par jour. Eh bien, à chaque fois, les clients ont remarqué un intérêt pour leurs chevaux d'avoir ce fractionnement comme ça en 10 repas. Et enfin, concernant les besoins spécifiques, eh bien, on peut distribuer en plus de cette ration globale, fourrage plus aliments complémentaires, des suppléments nutritionnels dont la distribution donc, doit être raisonnée, aussi bien concernant le problème en question, donc bien cibler son supplément, le donner à la bonne dose et faire attention au cumul. Voilà. Éviter d'en mettre 5, 6, etc. Voilà. Donc, je vous remercie.